Je vous présente aujourd'hui notre 455e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors nous avons appris hier la disparition de l'écrivain et académicien Michel Déon à l'âge de 97 ans. Il était le dernier représentant des Hussards, un courant littéraire des années 50-60. Vous étiez alors un très jeune député et vous les avez tous bien connus, ces Hussards. Tout à fait, d'autant que je vous signale que la Serpe est rue de Beaune, c'est-à-dire dans le quartier de l'édition. Et que j'avais notamment un ami de Roland Lodenbach de la Table Ronde, et nous avions l'occasion de nous retrouver quelquefois autour d'un pot et même de plusieurs. Oui, je dois dire que la dernière fois que j'ai rencontré Michel Déon, c'était justement devant le Pont Royal, l'hôtel du Pont Royal, rue du Bac, et comme nous étions convenus de nous revoir pour déjeuner, puis on ne s'est pas revus, et puis il a disparu à un âge tout de même canonique, il faut le reconnaître. Bon, j'avais un souvenir particulier, donc j'avais plusieurs souvenirs communs avec les Hussards en général, que ce soit Laurent, Jacques Laurent, Kléber Hédens, mon vieux copain un peu ivrogne, Antoine Blondin, pour ne citer que cela. Et j'ai un souvenir particulier avec Michel Déon, c'est que une année, François Brignot m'avait prêté son bateau, l'Homme Tranquille, pour faire une croisière d'un mois environ en mer Égée. Et il m'avait demandé de rapporter le bateau à Spetze, chez Michel Déon. Alors j'ai donc ramené le bateau à Spetze et je suis allé rendre visite à Michel Déon et sa femme à Spetze. C'est un souvenir particulier pour ce garçon courageux, pourri de talent. Seulement malheureusement, il faut se préparer à partir un jour ou l'autre, qui qu'on soit. Alors, cher Michel, à bientôt, le plus tard possible quand même. Bien, merci. Alors, le président de la République, François Hollande, a usé de son droit de grâce au bénéfice de Jacqueline Sauvage. Vous savez, cette femme condamnée par 2 cours d'assises pour le meurtre de son mari. Quel est votre avis sur la tradition institutionnelle du droit de grâce présidentiel? Je crois que ce droit de grâce est une disposition régalienne qui vient d'ailleurs de la monarchie. C'est un tout petit morceau qui reste du pouvoir royal en quelque sorte. Et ce droit de grâce est exercé par le président de la République sous sa responsabilité, et je respecte la décision du président de la République. Je m'étonne plutôt de la réaction des magistrats devant l'exercice légal d'un droit présidentiel. Ça me paraît assez étonnant. Bon, ben, bref, quoi qu'il en soit, sans entrer dans le fond, encore une fois, je respecte ce droit de grâce et je suis en faveur de son maintien entre les mains, si j'ose dire, du président de la République. Et alors, le président Barack Obama, le président des États-Unis, termine son mandat par un coup d'éclat diplomatique en laissant passer une résolution de l'ONU condamnant la colonisation israélienne en Cisjordanie. Comment interprétez-vous ce qu'on nous présente comme un revirement spectaculaire, Président? Écoutez, les États-Unis sont le premier allié d'Israël. Et nous souhaitons tous que l'État d'Israël soit vive en paix et en sécurité. Mais je dois dire que personnellement, je conteste la politique de colonisation qui est pratiquée au détriment, il faut le dire, des Palestiniens et de la Cisjordanie. Voilà. Alors c'est ce qu'a voulu marquer, je pense, Obama avant de quitter son poste de président de la République des États-Unis. Je pense que ceci devrait être entendu par M. Netanyahou et par les différents gouvernements israéliens, parce qu'il ne peut pas y avoir de paix s'il y a sans arrêt un effort de colonisation d'une partie de la Cisjordanie. Je suis moi, personnellement, pour la création des 2 États, un État palestinien et un État israélien qui, lui, existe, mais un État palestinien qui n'existe pas encore, qui, à mon avis, devrait être doté des prérogatives d'un État moderne. Je pense que c'est probablement là que se trouve la solution de cet éternel conflit du Moyen-Orient. Merci. Alors, c'est le temps des bilans. 2016 a produit bien des surprises en politique, avec pour commencer le passage à la trappe d'acteurs importants, François Hollande, Nicolas Sarkozy,
Alain Juppé. Comment ressentez-vous l'opinion française en cette dernière semaine de l'année 2016? Des sic transit gloria mundi, ainsi passe la gloire du monde. Il est dans notre destinée d'apparaître et puis de disparaître. Et le retrait d'un certain nombre de gens du devant de la scène n'a rien d'étonnant, en quelque sorte. Je pense que le pays est un peu inquiet, et il a des raisons de l'être, parce que ce soit dans le domaine de l'immigration, de l'insécurité, du chômage, de la lourdeur bureaucratique, de la médiocrité, de l'enseignement, etc. Il y a beaucoup de soucis. Et je pense que les Français, même s'ils se font une raison en fin d'année, sont tout de même inquiets. Et je partage d'ailleurs leur inquiétude et j'espère leur résolution d'un changement délibéré lors des prochaines élections. Voilà. Alors le 17 novembre dernier, la justice confirmait que vous n'aviez jamais cessé d'être le président d'honneur du Front National. Quel est votre diagnostic sur la situation du FN à la veille de l'importante séquence électorale qui aura lieu dans 4 mois et demi? Écoutez, président d'honneur du Front National, c'était une décision du Congrès. Et par conséquent, il n'était pas possible à qui que ce soit de la modifier. Et par conséquent, je me réjouis que le tribunal en ait pris acte et l'ait établi, mais je pense que c'est encore une fois contesté, l'exécution provisoire est contestée par la direction du Front National. Nous avons, je crois, un procès, je pense que c'est le 5 janvier, la contestation éternelle, enfin pas éternelle, mais permanente, qui démontre tout de même un manque d'esprit de coopération, que je regrette. Parce que je ne crois pas au mérite de l'épuration. Et le départ d'un certain nombre de gens, l'exclusion d'un certain nombre d'autres, ne sont pas de nature à renforcer la position du candidat national, le seul qui est Marine Le Pen aux élections présidentielles. Je crois que son rôle est au contraire de rassembler. Il faut pratiquer le pardon des offenses dans la formule d'ailleurs de l'Évangile. Seigneur, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien, alors le 21 janvier prochain, à Palavas-les-Flots, dans l'Hérault, vous entamez une série de meetings comme président des comités Jeanne. Et puis, vous avez, je crois, l'intention de maintenir le défilé du 1er mai en l'honneur de Jeanne d'Arc et du travail, avec plus d'ampleur encore que le 1er mai passé. Comment donc voyez-vous votre rôle désormais? Eh bien, écoutez, je pense que le comité Jeanne a un rôle éthique en quelque sorte. C'est de faire respecter, en particulier par les candidats aux élections, un certain nombre de principes fondamentaux et nous y veillerons en décernant un label aux candidats qui le souhaiteront, qui le demanderont bien sûr et qui en seront jugés dignes. Voilà, c'est une indication pour les gens pour lesquels notre opinion a une certaine valeur. Voilà, elle sera indiquée par cette décision et nous entendons faire. Je ferai quelques réunions, pas une campagne de meeting, mais enfin le 21 à Palavas en effet, oui. Et en début d'année, et puis je crois aussi à Mulhouse me semble-t-il, et puis un certain nombre d'autres peut-être d'ici là, et surtout le 1er mai, j'appelle à un grand rassemblement johannique en quelque sorte, un défilé cette fois-là dans la rue de Rivoli d'ailleurs, depuis la place du Palais Royal, et une démonstration de l'attachement des Français et particulièrement de ceux de la famille nationale à l'image et à la personnalité exceptionnelle, extraordinaire de Jeanne d'Arc, symbole, une des patronnes de France et symbole de l'esprit de patriotisme et de résistance. Merci beaucoup. Alors, avant d'évoquer vos lectures, un petit mot pour nous, lecteurs, qui attendons de trouver un livre en particulier, depuis très longtemps, chez les libraires, qui sera le premier tome de vos mémoires. Sera-ce en 2017? Écoutez,
je crois que plus le désir s'accroît, plus les faits se reculent. Mais je pense pouvoir, je pense qu'il pourra être publié au mois de septembre, enfin à la fin de cette année 2017. J'y mets la dernière main, il y a quand même un certain nombre de choses. C'est quand même très long, vous savez, 60 ans de vie publique. En effet. Ça ne se raconte pas en quelques lignes. Oui. Et le problème, c'est de choisir justement ce qui est susceptible d'intéresser les lecteurs. C'est quelquefois, d'ailleurs, probablement le côté anecdotique qui les intéressera. Ce sont les choses qu'ils ne savent pas. Il y a un certain nombre de révélations et d'expressions d'opinion que j'ai sur un certain nombre de sujets qui n'ont pas toujours été publiés. Par conséquent, je crois que ça aura un certain intérêt. Donc, je demande à mes futurs lecteurs d'avoir la patience d'attendre jusqu'à la fin de l'année prochaine pour pouvoir lire ce premier tome, parce que le deuxième sera consacré de 72 à nos jours, oui, pratiquement à l'histoire du Front National. Voilà. C'est parce que je n'ai pas été capable de mettre tout dans un seul volume. Voilà. C'est la... Alors... Ça me paraît évident. Alors, revenons s'il vous plaît donc vos lectures actuelles. Alors, d'abord une relecture. C'est un livre, tous les livres sont gros aujourd'hui, celui-là doit faire je ne sais pas combien de pages, il a été édité chez Robert Laffont, Laffont avec un T, oui. Et Robert Ludlum est un écrivain spécialiste des problèmes d'espionnage. Mais là, la conspiration Trevelyan, c'est l'histoire d'un président de la République des États-Unis, d'un homme d'affaires, très curieux, parce qu'il y a un parallélisme avec Trump qui était étonnant. Cet Trevelyan est un homme d'affaires qui a du succès et qui va devenir un petit peu, malgré lui, poussé par les événements, président de la République. Alors, comme très souvent, les livres de policiers, les romans policiers ou d'espionnage américains sont bourrés de notations sociologiques très importantes qui permettent de mieux connaître les États-Unis. Alors je ne vais pas vous raconter l'intrigue de la conspiration Trevelyan, comme dans tous les romans policiers, l'essentiel c'est de vous le laisser découvrir. C'est aussi d'ailleurs ce que je pense d'un livre que je viens de lire et qui est d'Ali Land. Ali Land, ça doit être, je pense, Alistair ou Alison Land, qui est un jeune écrivain américain et qui est un livre policier assez étonnant et je dois dire assez troublant, qui part du récit d'une petite fille qui a été le témoin des crimes de sa mère. Mais je n'en dis pas plus, parce que comme toujours dans les romans de ce genre, il faut laisser au lecteur le plaisir de découvrir au fil des pages l'histoire, le fin mot de l'histoire. Voilà. C'est effrayant. Lecture à venir. Le sang du monstre. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment, cher président. Et nous nous retrouverons. Et je vous souhaite une bonne et heureuse année. Merci beaucoup. Vous aussi. Au revoir.